Parfait. Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir invité à cet atelier. Ça fait 20 ans que je travaille sur les satellites galiléens de Jupiter. Alors, je ne travaille pas que sur les satellites galiléens, évidemment, mais à titre informatif, j'ai fait ma thèse en fait, à l'Observatoire de Paris, justement sur la dynamique des satellites galiléens de Jupiter. Et je suis probablement l'une des personnes, avec Nicolai, Jocelyn et Jean-Eudes, les plus intéressées par vos observations, précisément parce que en fait, je vais les utiliser. Et comme vous allez le voir, en fait, elles ont un grand intérêt scientifique. Alors, il y a deux intérêts principaux que je vais décrire. Allô? Oui, c'est bon. Ok, d'accord, il y a un drôle de son. Voilà, donc, alors attendez, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, par contre. Oula, attendez, 30 secondes, j'ai dû cliquer sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vais recommencer le partage. Alors, s'il veut bien. Oui. Alors, je ne vois pas mon PowerPoint là. C'est des choses bizarres. Voilà, pardon. Donc, voilà, c'est bon. Voilà, donc j'ai défendu ma thèse il y a une vingtaine d'années à peu près. Et j'ai notamment, avec Jean-Eudes, présenté un résultat qui avait été assez notable à l'époque sur Io, que je vais décrire peut-être dans quelques slides là. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous poser une question, donc n'hésitez pas à répondre. Selon vous, quel est l'intérêt aujourd'hui à réaliser des mesures astrométriques des satellites galiléens de Jupiter? Je sais pas, pour améliorer les orbites et améliorer les publications de l'IMCCE. Déterminer si Ouais, mais déterminer si la période de révolution d'un satellite peut changer. oui. Et J'ai pourquoi l'impression faire? que tout est dans les titres, en fait. Ah, pourquoi continuer les mesures astrométriques? Donc, je vous pose la question. Hein. Dans le titre, il n'y a pas la réponse. Je pense que tout est dans les titres de votre présentation, en fait. Le fait D'accord. Il a des types de phénomènes un peu chaotiques, des phénomènes de marée qu'on ne sait pas très bien prédire de point de vue astrométrique. Le fait qu'on puisse les mesurer directement, on peut obtenir derrière grâce à ce type d'observation. Ok. Donc là, effectivement, l'un des objectifs, c'est, disons, de mieux comprendre la physique du système. C'est-à-dire savoir un peu quelles sont les forces en présence, ce qui nous permet ensuite de mieux comprendre leur formation et leur évolution sur 4,5 milliards d'années, 4,6 milliards d'années. Ça, c'est un objectif, il y en a un autre. Alors, à votre avis, tout aussi important. Déterminer la masse d'eau des satellites, à l'intérieur des satellites. Alors ça, en fait, avec l'astrométrie, on ne va pas l'avoir. On ne va pas vraiment l'avoir. Donc, je pense que vous avez en tête, j'imagine, la taille des océans, notamment sous Europe. Ça, on ne va pas l'avoir, en fait, par l'astrométrie. On va pouvoir l'avoir avec un altimètre laser et une comparaison avec le champ gravitationnel de la Lune, d'une Lune entière. Par exemple, on parlait tout à l'heure, vous avez une mission qui s'appelle Europa Clipper, qui aura pour objectif, effectivement, de contraindre l'océan d'Europe. Mais avec l'astrométrie classique depuis, disons, quand on regarde uniquement le mouvement orbital, on ne va pas être capable vraiment de contraindre ça. En tout cas, pas pour les Galiléens. Préparer des futures missions spatiales? Ouais, très bonne réponse, effectivement. Voilà, vous en avez déjà trouvé. Donc, effectivement, alors, bon, la première contraint la physique. Donc là, quand je mets l'océan, je ne veux pas sous-entendre la taille de l'océan, je veux plutôt sous-entendre le fait que s'il y a un océan sous la surface de glace d'un satellite, alors il peut y avoir des effets de marée qui sont plus forts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est capable de contraindre leur taille. Hein. C'est pas, voilà. Donc, alors l'exemple le plus évident, c'est évidemment le volcanisme sur Io. Il y a du volcanisme sur Io parce que justement, il y a des effets de marée très forts. Mais simplement, le volcanisme, ça n'est que la chaleur qui est dégagée à la surface. Ça ne vous dit pas combien de chaleur est créée en permanence à l'intérieur du satellite. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir aisément. Le meilleur moyen de le faire, en fait, c'est de regarder les orbites. Et c'est en regardant en fait la perte d'énergie orbitale, donc contrainte par l'astrométrie, qu'on va pouvoir déterminer la quantité de chaleur produite dans Io. Ça sera un peu la même chose pour Europe, par exemple, encore que bon, dans Europe, ce sera un peu plus difficile. Et là, on est plutôt, encore une fois, sur plutôt les altimètres laser et les sondes en orbite. Mais la deuxième raison, qui est tout autant importante aujourd'hui, c'est effectivement l'arrivée des sondes spatiales. Alors, tout à l'heure, l'un de vous avait dit qu'améliorer les orbites des satellites galiléens, c'était
important. En fait, bon, c'est pas tellement important pour prédire les phénomènes mutuels. En réalité, vous pouvez prendre une éphéméride qui a 10 ans, pour prédire les phénomènes mutuels à quelques secondes près, ça va bien marcher. En revanche, s'il s'agit de travailler sur l'orbite d'insertion d'un satellite, alors effectivement, plus l'éphéméride des satellites est mauvaise et plus la sonde va devoir dépenser de carburant pour réussir sa manœuvre. Et le carburant, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre dans le spatial parce que ça coûte cher dans le sens où cela pèse. Donc, autrement dit, plus vous mettez de carburant sur votre sonde, moins les instruments pourront avoir de masse, pour être complexes. Et donc, évidemment, bien, soit vous avez moins d'instruments, soit alors il faut moins de choses. Donc, il y a toujours une espèce de guéguerre entre les scientifiques qui veulent avoir des instruments qui pèsent le plus lourd possible et qui sont les plus complexes possibles. Et de l'autre côté, les agences spatiales qui, de leur côté, cherchent évidemment à ce que la mission spatiale soit un succès. Et donc, ils prennent des marges de manœuvre et des précautions, disons, intelligentes pour se prémunir des erreurs d'éphéméride et de toute erreur qui nécessiterait d'avoir besoin d'un peu plus de carburant. Voilà. Donc, c'est important, effectivement, pour l'arrivée des sondes. Il y en a 2 qui vont arriver. Alors, je mentionne sur le slide la sonde européenne JUICE, qui doit décoller en 2022 et qui doit arriver fin 2029 autour du système de Jupiter. Et il se trouve qu'au même moment, vous aurez la sonde Europa Clipper qui arrivera également autour du système de Jupiter. Alors, à l'origine, elle devait arriver bien avant, mais bon, ils ont eu des problèmes avec des lanceurs. Et au final, les 2 sondes arriveront au même moment. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas compter, donc là je me mets du point de vue européen, on ne peut pas compter sur la mission Clipper qui aurait dû arriver plus tôt pour améliorer drastiquement les éphémérides des satellites galiléens. Autrement dit, les 2 sondes vont arriver à peu près au même moment, et c'est vraiment en partie votre travail qui va aider effectivement à bien connaître, bien contraindre la dynamique de ces lunes, et donc pouvoir économiser le plus de carburant possible. Alors, je vais commencer peut-être par détailler un peu plus la partie physique, qui est peut-être la plus amusante et un peu la moins triviale. Donc, parmi les effets physiques que l'on peut mettre en évidence en regardant le mouvement des satellites galiléens, alors il y en aurait énormément, à commencer bien évidemment par déterminer la masse de Jupiter, déterminer la masse des satellites galiléens eux-mêmes par leurs perturbations mutuelles. Enfin, tout ça, c'est connu depuis très longtemps. Alors, en réalité, ce qui est aujourd'hui le plus méconnu et qui, par ailleurs, scientifiquement a un gros intérêt, c'est la compréhension des phénomènes de marée qui ont lieu dans les satellites et dans la planète. Alors, je vous présente ici deux schémas en fait, assez spécifiques, assez typiques pardon, des effets de marée. Donc, je vais commencer par le schéma de haut. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous la voyez se déplacer? Oui. OK, oui, très bien. Donc, parfait. Donc, sur ce schéma ici, on va prendre pour commencer l'exemple de la Terre et la Lune. Donc, le satellite, ça va être la Lune, et la planète, bien sûr, c'est la Terre. Et comme vous le savez, la Terre tourne beaucoup plus rapidement sur elle-même que la Lune ne tourne autour de la Terre. Par ailleurs, la Terre est un corps déformable. Tout corps, tout objet physique, en réalité, est déformable. Ce qui veut dire que comme l'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre est plus forte sur la partie terrestre qui lui fait face que sur la partie opposée, eh bien, la Terre va se déformer et elle va prendre une forme de ballon de rugby, entre guillemets, que vous voyez ici. Alors, les choses sont un peu plus compliquées. Vous voyez que sur mon dessin, le ballon de rugby n'est pas orienté directement vers la Lune, qui pourtant crée ce ballon de rugby, cette forme, cette déformation. Et la raison, c'est que eh bien, vous avez de la friction. Lorsque vous imaginez que vous avez une balle en mousse entre les mains, vous la tenez d'un côté, et puis de l'autre, vous tirez. Donc, elle va naturellement prendre cette forme de ballon de rugby. Eh bien, en réalité, vous voyez que vous avez besoin un peu de forcer et puis un petit peu de temps de retard. En fait, vous sentez comme que la balle en mousse réagit et prend un temps. Évidemment, plus elle est, on pourrait dire, visqueuse ou moins déformable, et plus c'est difficile et plus ça prend de temps. Et en fait, ce temps de retard est assez caractéristique de la friction, autrement dit de la perte d'énergie, qui est engendrée à l'intérieur de la planète. Donc, cette perte d'énergie, ça va être de la chaleur. Ça va être, vous savez que l'énergie est conservée. En fait, il n'y a jamais de perte d'énergie. L'énergie de l'univers est conservée. Simplement, elle se transforme. Donc, typiquement là, cette énergie va être dissipée sous forme de chaleur. Alors, sur la Terre, ce n'est pas la source de chaleur principale. La Terre, essentiellement, est chauffée par la désintégration d'éléments radioactifs. Et comme on le verra tout à l'heure, dans le cas de Io, la source principale de chaleur, ce sont bien les marées. Toujours est-il que
puisque la Terre tourne plus vite que la Lune, eh bien, les fameux bourrelets de marée sont décalés comme sur le schéma. Autrement dit, le bourrelet de marée le plus proche est en avance par rapport au mouvement de la Lune, au mouvement de la Lune qui, elle, va se déplacer dans ce sens-là. Vous allez donc avoir une conséquence dynamique, gravitationnelle, c'est qu'en fait, la force reçue par la Lune et exercée par la Terre n'est pas orientée, n'est pas dirigée vers le centre de la Terre, mais est légèrement décalée, puisque vous avez le bourrelet de marée qui est quand même plus important ici, évidemment, il est plus proche. Et donc, ce petit décalage, certes très faible, va pousser de plus en plus loin la Lune sur son orbite. Autrement dit, la Lune va s'éloigner petit à petit de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure très très bien aujourd'hui avec du tir laser, les tirs laser sur la Lune. Et on sait que la Lune s'éloigne d'à peu près 3,8 cm par an de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose de bien connu, bien mesuré. Voilà. Il y a un deuxième effet intéressant, c'est que non seulement donc, la Lune s'éloigne, mais en plus, son orbite devient à chaque fois un peu plus excentrique. Alors, ça n'est pas, disons, fondamental dans l'immédiat pour ce que je vais dire dans la suite, mais c'est intéressant de voir qu'avec les phénomènes de marée, vous avez un effet sur la distance entre la planète et les lunes, mais également sur l'excentricité de l'orbite. Et on va voir quand même que l'excentricité de l'orbite a une importance sur le schéma du dessous. Voilà, donc jusque-là, c'est le système Terre-Lune. Pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse, il y a une contrepartie sur le mouvement de la Terre, c'est que la Terre va décélérer. C'est un petit peu comme le patineur qui est sur la glace, qui étend les bras. Quand il tourne sur lui-même, plus il tend les bras, et bien moins il tourne vite. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si le patineur tenait la Lune dans un de ses bras, et à mesure que la Lune s'éloigne, donc son bras s'allonge, et bien il tourne de moins en moins vite sur lui-même. Alors, ça s'appelle la conservation du moment angulaire. Ça, c'est la notion physique d'importe. Voilà. Alors, ça, c'était pour le système Terre-Lune. Et on voit qu'on peut remplacer, bien évidemment, Io, Europe ou Ganymède, ici. Et puis, la planète devient Jupiter. C'est exactement la même chose pour ce que l'on en sait. Maintenant, regardez le deuxième effet, en fait, toujours les effets de marée, mais cette fois-ci engendrés dans le satellite par la gravitation de la planète. Donc cette fois-ci, là encore, on pourrait prendre le système Terre-Lune, mais si vous voulez imaginer le système Io-Jupiter, ça marche très bien, ou Europe-Jupiter, c'est encore la même chose. Alors, comme vous le savez sans doute, la Lune et la plupart des satellites du système solaire, en tout cas les satellites proches de leur planète, eh bien, montrent toujours la même face à leur planète. On voit toujours la même face de la Lune. Alors ça, ce n'est pas un hasard, c'est aussi une conséquence des marées que je ne détaillerai pas dans cette présentation parce que c'est lié à la rotation, mais c'est quelque chose de très classique. Et si vous avez en tête le schéma qu'il y avait ici, je vous avais dit que les bourrelets de marée étaient décalés par rapport à la direction Terre-Lune parce que la Terre tournait plus vite sur elle-même que la Lune ne tourne autour de la Terre, mais ça n'est plus le cas ici, puisqu'évidemment le satellite, lui, eh bien, il tourne sur lui-même à la même vitesse qu'il tourne autour de la planète. Donc, les bourrelets de marée, naïvement, devraient être simplement dirigés vers le centre de masse de la planète, et c'est tout. Donc, autrement dit, il y aurait bien une forme de ballon de rugby, mais il n'y aurait pas de déformation, comment dirais-je, si vous voulez, les bourrelets de marée ne changeraient pas, d'une part, en amplitude, ils auraient exactement la même taille, et qui plus est, ils resteraient toujours orientés de la même façon à la surface de la planète. Donc, en étant clair, si vous aviez un petit bonhomme ici, voilà, donc il n'y a pas de friction. Donc, s'il y avait un petit bonhomme qui était ici, si vous voyez bien ma souris, en train de regarder la Terre, il est sur le pic du bourrelet de marée, eh bien, en fait, le bourrelet de marée ne bougerait pas et au cours du temps, il serait toujours sur le pic du bourrelet de marée. Ça, c'est ce qui arrive lorsque, d'une part, le satellite est dans cette configuration de montrer toujours la même face à la planète, mais ça, je vous l'ai dit, c'est ce qui arrive quasiment tout le temps. Mais également, cela nécessite d'avoir une orbite circulaire. Autrement dit, si votre orbite est circulaire, eh bien, le satellite se déplace toujours à la même vitesse autour de la planète le long de son orbite, et donc, eh bien, il ne se passe strictement rien. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, bon, il y a quand même les satellites ont des orbites légèrement excentriques. D'une part, puisqu'on a vu que c'était une conséquence des marées dans la planète, vous verrez que dans le cas des Galiléens, il y a une autre conséquence plus importante. Toujours est-il que maintenant, si vous avez une orbite excentrique comme ici, il est assez clair que lorsque le satellite est au plus proche de la planète, les effets de marée vont être plus forts. Ça paraît assez logique. À l'inverse, lorsque vous êtes plus loin, eh bien, les effets de marée sont plus faibles. Autrement dit, la déformation de marée, ou si vous voulez, la forme de ballon de rugby, est plus prononcée lorsque vous êtes au plus près de la planète que quand vous êtes au plus loin.
Et donc, à chaque révolution, eh bien, votre satellite va subir une déformation permanente puisqu'il va être plus déformé, moins déformé, plus déformé. Et donc, cette variation d'amplitude crée de la friction puisque vous bougez les masses à l'intérieur du satellite. Alors, à ceci, il y a un deuxième effet que je ne détaille pas, mais qui est du même acabit, qui est que le satellite ici se déplace plus vite lorsqu'il est plus près de la planète, autrement dit, il est plus rapide lorsqu'il est au périapse que lorsqu'il en est plus éloigné à l'apoapse. Ce qui fait que le bourrelet de marée, qui plus est, se déplace à la surface de l'objet. Autrement dit, pour l'exemple de tout à l'heure, le petit bonhomme ici qui est au maximum d'amplitude, eh bien, lorsqu'il est ici, il continue à regarder la surface de la planète, enfin le centre de masse de la planète, enfin pas tout à fait, on va dire, mais le bourrelet, lui, s'est déplacé, donc il n'est plus tout à fait au maximum. Bon, c'est un détail, mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que l'excentricité de l'orbite crée de la friction dans un satellite, et cette friction est d'autant plus forte que l'excentricité est élevée. Il y a des conséquences dynamiques là-dessus, puisque vous avez de la création de chaleur par friction, donc il y a de la perte d'énergie qui va bien de quelque part, c'est une perte d'énergie orbitale. Autrement dit, le satellite va perdre de l'énergie mécanique, et cela, ça veut dire tout simplement que son demi-grand axe va diminuer. Autrement dit, lorsque vous avez des marées très fortes dans un satellite, prenons l'exemple de Io, eh bien on s'attend à ce qu'il se rapproche petit à petit de sa planète. La deuxième conséquence, c'est que l'excentricité du satellite va également diminuer. Je n'ai pas le temps de détailler, mais croyez-moi sur parole, c'est ce qui se produit. Donc on voit qu'en fait, on a un mécanisme de compétition entre les marées levées par un satellite dans sa planète et les marées levées par la planète dans un satellite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que je peux passer à la suite? Sinon, j'ai prévu 10 minutes à la fin pour des questions plus générales, mais si vous avez une question brûlante, c'est le moment. Voilà. Ok, donc je vais passer à la suite. C'est vraiment très clair et merci Valérie, c'est superbe ton explication. Ok, bon, parfait. Alors, voilà. Alors, vous savez que les Galiléens, ils sont vraiment passionnants. Jean-Eudes Arlot vous expliquera sans doute qu'ils ont été très utilisés, je crois, au XVIIe siècle, notamment pour tout ce qui était cartographie. Alors, pour quelle raison? Cartographie terrestre, hein, et les cartes terrestres. Alors, pour quelle raison? En fait, les satellites galiléens sont dans une configuration dynamique très, très, très particulière, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici. Io se déplace exactement 2 fois plus vite autour de Jupiter qu'Europe ne se déplace autour de Jupiter. Autrement dit, quand Io fait 2 tours autour de Jupiter, Europe fait exactement un tour. Vous voyez, vous allez voir ici, ils vont se retrouver au même endroit. Tac. Ah, Io fait 2 tours. Tac, ils se retrouvent au même endroit. Et vous avez ça pour Io et Europe. Il y a une question ou il y a un micro qui reste ouvert? Donc ça, c'est pour Io et Europe. Et il se trouve que pour Europe et Ganymède, vous avez exactement la même chose. Donc si maintenant je suis le mouvement d'Europe ici, eh bien, il va faire 2 tours autour de Jupiter, quand Ganymède aura fait un seul tour. Ce qui implique que Ganymède fait un tour lorsque Io en a fait exactement 4. Alors c'est une relation mathématique très simple à écrire, hein, c'est-à-dire que l'un est égal au double de l'autre et au quadruple de l'autre. Donc mathématiquement, ça paraît très simple. Ça n'est pas un hasard si vous avez cette configuration. Cette configuration, en fait, est un état d'équilibre qui s'est produit lorsque les satellites se sont formés, à mesure qu'ils se sont déplacés sur leur orbite durant leur formation. Eh bien, ils ont traversé cette configuration. Et comme cette configuration est dynamiquement stable, eh bien, en fait, ils sont restés dedans. Alors, on pourra discuter peut-être au moment des questions. Est-ce qu'ils vont rester éternellement dedans? Est-ce qu'ils peuvent en sortir? Je discuterai peut-être si vous avez des questions là-dessus. En revanche, ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que la stabilité de cette configuration, qu'on appelle une résonance, eh bien, a été démontrée par Laplace. Et c'est pour ça que cette résonance s'appelle la résonance de Laplace, ou la résonance laplacienne. Ce qui est intéressant ici, c'est que, en règle générale, lorsqu'on prend par exemple le mouvement, la perturbation dynamique de Europe sur Io, c'est-à-dire que Europe est un satellite quand même assez massif, hein, je vous le rappelle, il est assez gros, Io également. Donc, ils se perturbent les uns les autres sur leur mouvement par la gravitation, ils se poussent par la gravitation, si je puis dire. Si les mouvements de révolution étaient quelconques, on aurait tendance à imaginer que finalement, ces mouvements produisent des espèces d'oscillations sur le mouvement global. Autrement dit, globalement, vous allez à peu près à la même vitesse, mais vous avez des espèces de fréquences qui viennent s'ajouter dessus, mais qui n'ont pas de conséquences particulières.
Mais dans le cas de la résonance, vous voyez qu'en fait, les satellites, lorsqu'ils sont au plus près, autrement dit, lorsqu'ils se perturbent le plus, eh bien, arrivent systématiquement au même endroit sur l'orbite. Donc, en fait, tout ça, ça ne se moyenne pas vraiment. Et vous allez avoir un effet cumulatif par cette résonance. Et cet effet cumulatif a pour conséquence d'augmenter l'excentricité de Yo sous l'effet de la gravitation d'Europe, l'effet gravitationnel d'Europe. Et de même, l'excentricité d'Europe va augmenter sous l'effet de ces perturbations par Ganymède. Vous avez donc naturellement, de par cette résonance, des satellites qui sont toujours un peu excentriques. Et rappelez-vous, si ces satellites sont excentriques, alors les effets de marée dans ces lunes peuvent devenir importants. Et donc, c'est bien là la clé du volcanisme sur Io, c'est en fait cette résonance de Laplace qui permet de garder une excentricité sur l'orbite de Io, de sorte qu'il puisse systématiquement subir les fortes marées engendrées par Jupiter, qui fait à peu près 1000 fois la masse de la Terre, sachant que la distance Io-Jupiter est quasiment la même que la distance entre la Terre et la Lune. Donc c'est à peu près la même distance, mais ce n'est pas du tout les mêmes masses, et les marées sont évidemment beaucoup plus importantes. L'autre chose qui est fondamentale, c'est que par cette résonance-là, toute perturbation qui va intervenir sur l'un des satellites va se répercuter sur les autres. Cela vaut pour les marées. Donc, si Io se met à se rapprocher de Jupiter parce qu'il subit des marées importantes, cela va avoir des conséquences nécessairement sur les mouvements d'Europe et Ganymède. Autrement dit, les trois satellites sont couplés du point de vue dynamique. Et lorsque l'on étudie simplement les marées dans Io, on se doit d'étudier le mouvement des trois lunes, et pas juste Io. Alors, nous avions réalisé ce travail, donc j'ai dit que j'ai fait ma thèse en 2002, j'avais défendu ma thèse en 2002. On avait publié dans un article dans Nature avec Jean-Eudes et deux collègues de l'Observatoire royal de Belgique, dans lequel nous avions réussi à quantifier pour la première fois la quantité de chaleur produite par friction intérieure de Io suite aux marées. Alors en fait, ce travail-là avait commencé depuis très longtemps. De Sitter, dès 1928, s'attendait à avoir des effets de marée sur Io très importants. Et donc, il s'attendait à avoir des conséquences sur le mouvement orbital des Galiléens. Et donc, les premières mesures d'accélération, autrement dit, les premières mesures, je crois qu'il y a quelqu'un qui laisse son micro, là, ça fait un peu de consommation. Si vous pouvez couper votre micro. J'essaie de le couper. Pardon. Donc, première mesure vers les années 1927-1928. Puis des mesures ensuite qui ont été reprises. Alors, je n'ai pas mis toute la liste, mais il y en a eu dans les années 80, les années 90. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, alors pas la peine de regarder les valeurs, regardez juste les signes. Quand c'est positif, ça veut dire que Io se rapproche, que les satellites se rapprochent. Quand c'est négatif, ils s'éloignent. Et vous voyez qu'en fait, on n'était pas d'accord sur les chiffres. Alors, la raison, ça c'est un résultat que j'avais montré en thèse, c'est qu'en fait, les théories qu'on utilisait derrière, qui étaient des théories analytiques, donc des théories mathématiques, en fait, n'avaient pas la précision suffisante. Et en réalité, ce qu'on mettait en évidence, c'était le défaut des théories, mais pas du tout une accélération physique liée aux marées. Toujours est-il, donc en 2009, on a réussi à montrer, alors avec l'aide de l'intégration numérique, et des phénomènes mutuels qui étaient disponibles à l'époque. Je crois que j'avais utilisé tous ceux que Jean-Eudes a montrés de 73, 79, 85, 91 et 97, si je ne dis pas de bêtises. Je ne pense pas que j'avais 2003 à l'époque. Voilà. Et donc, grâce à ça, plus toutes les autres observations, depuis les observations de la fin du 19e siècle, nous avions réussi à avoir un résultat intéressant. Alors, je vais vous le commenter juste ici, peut-être très brièvement. Nous savons donc que les marées engendrées dans Io par la gravitation de Jupiter créent de la chaleur, que cette chaleur s'évacue à la surface et que c'est ce qui produit le volcanisme intense sur Io. Et cette chaleur qui est évacuée à la surface, celle-là, par contre, elle était beaucoup plus facile à mesurer. Donc, ça avait été fait, alors essentiellement en infrarouge, on mesure la quantité de flux infrarouge à la surface. Et puis, ça vous donne la quantité de chaleur qui est dégagée. Pour faire simple, lorsque vous prenez un morceau de charbon dans votre barbecue, plus le morceau de charbon est chaud, plus il rougit. Et quand plus il est froid, moins il rougit. Autrement dit, plus il rayonne en infrarouge. Donc, en fait, c'était ça. On regardait un petit peu le rayonnement qui était émis par la surface de Io et on pouvait déduire à peu près la quantité de chaleur qui était dégagée. Et donc, c'est les valeurs que vous avez ici. Alors, vous avez les parts d'erreur ici, puis vous avez les petits ronds, donc c'est la valeur centrale. Et ça, c'est les différentes mesures qui avaient été faites depuis le sol ou par la sonde Galileo. Et puis, la valeur que nous avions obtenue, donc via ce mouvement sur l'orbite, c'est celle que vous avez ici. Donc, la valeur moyenne, c'est le très plein.
Et les valeurs barrées, ici, enfin les traits barrés, ce sont les barres d'erreur, hein, c'est l'incertitude de la mesure. Et vous voyez qu'en fait, eh bien, on montrait qu'on coupait l'essentiel des valeurs qui étaient mesurées à la surface. Donc en clair, Yo est proche de l'équilibre thermique, c'est-à-dire que, eh bien, il évacue à peu près autant de chaleur qu'il ne s'en crée dans son intérieur par friction, sous l'effet des marées. Alors, jusque-là, j'ai envie de dire que bon, on était content. En 2009, on avait un bon résultat dans Nature, c'était super. Et puis, à cette époque-là, il y avait la mission Cassini qui battait son plein jusqu'à 2017. Et donc, naturellement, quand on a bien travaillé sur les satellites de Jupiter, on a eu des résultats intéressants, eh bien, on a envie d'appliquer exactement les mêmes méthodes sur les satellites de Saturne. Et donc, l'idée était, même chose, de quantifier la friction dans certains satellites de Saturne et puis dans Saturne elle-même. Et alors là, eh bien, résultat stupéfiant, qui nous a pris comme de nombreuses années avant d'être parfaitement compris, et qui a fait l'année dernière en fait pas mal de bruit dans les médias, eh bien, nous sommes aperçus que Titan, donc un satellite, le satellite massif de Saturne, qui est à peu près son équivalent dans le système de Jupiter, il serait en gros entre Ganymède et Callisto. Donc c'est un satellite qui est assez éloigné de la planète. Donc, a priori, un satellite assez éloigné comme ça, on s'attend à ce que les effets de marée ne soient pas très importants. Et donc, non plus, on ne s'attend pas non plus à ce que les marées qu'il lève dans Saturne soient très importantes, puisqu'il est finalement assez loin. Il a beau être massif, on est quand même très loin. Et alors là, surprise, eh bien, on s'aperçoit qu'il s'éloigne très très vite de Saturne, beaucoup plus rapidement que prévu, donc on était à plusieurs ordres de grandeur, ce qui nous a permis de réaliser que dans le cas des planètes géantes, comme Saturne typiquement, et Jupiter bien évidemment, alors, en tout cas dans Saturne, eh bien, la modélisation ou la compréhension, si vous voulez, des mécanismes marées n'est pas exacte, probablement pas exacte, et que la friction qui a lieu dans Saturne peut évoluer différemment de ce qu'il se produit dans la Terre, en fonction de la distance de la Lune. En clair, sur la Terre, plus la Lune est loin de la Terre et moins les marées qu'elle lève sur la Terre seront importantes. Et donc, moins l'effet sur l'orbite de la Lune sera visible. Dans le cas de Saturne, on pense que c'est plus compliqué, la relation mathématique est assez différente. Et donc, même quand on est très loin de la planète, eh bien, les marées peuvent être encore extrêmement fortes. Alors évidemment, c'était plutôt une bonne nouvelle pour Saturne, c'était assez sympathique, il y a eu pas mal de conséquences que je n'étaille pas ici. Mais en revanche, du coup, eh bien, on se pose un doute. Est-ce que ce que l'on a fait sur Jupiter était correct en 2009 ? Alors en fait, ce que nous faisions à l'époque, notre façon de considérer les marées dans Jupiter, c'était celle que tout le monde considérait depuis 50 ans. Donc on était resté sur la modélisation qui était acquise, considérée comme correcte, à défaut d'avoir des mesures qui montraient. Aujourd'hui, après les résultats sur Saturne, on se pose de grosses questions. Ce qui veut dire que, eh bien, finalement, la question sur les effets de marée dans le système galiléen, de manière générale, eh bien, n'est pas pleinement résolue. Il y en a vraiment un doute. Et l'un des moyens de pouvoir répondre à cette question, la clé du problème, pourrait être de regarder de près le mouvement orbital de Callisto. Alors, pourquoi Callisto ? Callisto, lui, il n'est pas en résonance avec les satellites galiléens, enfin les trois satellites intérieurs de Jupiter, Io, Europe, Ganymède. Donc, autrement dit, sa dynamique est plus simple à comprendre. Elle n'est pas couplée aux marées dans Io, par exemple. Et par ailleurs, comme il est très loin, on s'attend quand même à ce que les marées qu'il lève sur Jupiter soient très faibles, sauf si nous sommes dans le même type de cas de figure que pour Saturne, auquel cas, dans ce cas-là, on doit le voir. Donc, message, si je puis dire, lors d'observation des phénomènes mutuels, à titre personnel, j'ai une petite préférence pour les phénomènes qui font intervenir Callisto. Bien, alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite là-dessus. J'ai encore 2 slides, rassurez-vous. Oui, je vous ai dit que l'un des intérêts, c'était de regarder, de mieux comprendre la physique du système des satellites galiléens. L'autre intérêt, c'est d'avoir de bonnes éphémérides pour l'arrivée des sondes spatiales. Alors, nous allons en avoir 2 qui vont arriver en 2029. Et une qui est pour l'instant présélectionnée par la NASA, qui s'appelle IVIO, qui devra arriver en 2033. Donc ça, c'est moins sûr. Les 2 premières, c'est certain. Voilà, donc les phénomènes galiléens, les phénomènes mutuels des satellites galiléens, évidemment, sont importants. Ils sont connus par les agences spatiales. Quand je vais régulièrement les agences spatiales, on dit « Ah, mais vous avez, sur Jupiter, vous avez les phénomènes galiléens, c'est très précis, etc. » Donc, le lobbying a bien marché. Voilà, et donc, bon, l'importance des observations, ne serait-ce que pour le succès de ces missions, économiser du carburant, encore une fois, c'est quelque chose de crucial. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps, juste un dernier slide, c'est ma conclusion. Je voudrais juste finir sur une
peut-être une petite réflexion à avoir après la campagne FEMU 2021, puisque certes, les phénomènes mutuels sont un moyen très précis d'obtenir des mesures astrométriques des satellites, mais aujourd'hui, on a aussi d'autres techniques. Alors, il y a naturellement les mesures de radioscience. Donc, les mesures de radioscience, c'est simplement regarder le mouvement d'une sonde spatiale. Lorsqu'on passe très près d'un satellite, eh bien, le mouvement de la sonde est dévié, naturellement, par la gravitation, et on est capable de déduire une position de la Lune qui a été survolée avec une précision assez bonne. Alors, quand je dis assez bonne, pour Galiléo, c'était de l'ordre de quelques kilomètres, parce qu'il y avait des petits soucis techniques à l'époque. En revanche, pour information, la sonde Juno, qui est une sonde américaine en orbite autour de Jupiter, doit avoir fin 2023 2 rencontres proches avec Io. Et on s'attend, donc c'est ce que donnent les simulations pour l'instant, à ce que la précision de positionnement du centre de masse de Io lors de ces 2 flyby soit contrainte à 10 mètres. 10 mètres, c'est du jamais fantastique. Ça n'est que 2 points, certes, mais la contrainte est tellement forte que ce qu'on peut se dire, c'est qu'après ces 2 flyby, eh bien, la dynamique sera nettement mieux comprise et désormais, toute l'incertitude portera sur Europe et Ganymède. Autrement dit, si en 2021, vous observez un phénomène mutuel entre, mettons, Io et Europe, eh bien, le phénomène, dans un premier temps, servira à améliorer l'orbite de Io et de Europe. Mais après ces 2 rencontres proches avec Juno, il est probable qu'en réalité, l'orbite de Io sera très contrainte, et donc le phénomène mutuel, finalement, dans l'ajustement, contraindra désormais surtout le mouvement d'Europe, ce qui est très bien. On a d'autres mesures, les mesures radar. Alors, elles ont été publiées l'année dernière. Donc, c'est consiste en des tirs radar. Donc, en fait, simplement c'est un peu comme le tir laser. On mesure un temps d'aller-retour entre une antenne au sol et un satellite. Et avec ça, on a des précisions. Donc, c'est sur la distance, donc pas le plan tangent, qui vont être de l'ordre de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres. On a très peu de mesures. Donc, pour le moment, je ne dirais pas que c'est un complément intéressant, mais il faut savoir que ça existe. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui peut certainement vous intéresser, grâce à l'apport du catalogue de Gaïa, eh bien désormais on connaît très très bien la position des étoiles sur la sphère céleste, ce qui veut dire que lorsque vous avez maintenant une occultation d'une étoile par un satellite galiléen, eh bien vous allez être capable de déterminer la position du centre de figure de ce satellite avec une très grande précision. Et donc là, je conclus sur une petite remarque philosophique. Le centre de figure d'un satellite et le centre de masse, ce n'est pas la même chose. Les sondes vont vous donner le centre de masse et les observations astrométriques, comme les FEMU ou comme les occultations stellaires, vous donneront le centre de figure. Et connaître cette information, ça aura également des conséquences sur notre connaissance de l'intérieur de ces objets. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait, Valérie, c'est passionnant et merci beaucoup pour ta présentation. Et voilà, on peut consacrer quelques minutes aux questions et sinon, Jocelyn, prépare-toi sinon à embrayer tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Donc, moi, je retiens plutôt ne pas louper les phénomènes avec Callisto, donc le 4e satellite. Et c'est vrai qu'il y en a un peu moins. Et donc, si effectivement, dans la table, Jocelyn va peut-être revenir dessus. Et puis, en tout cas, ça donne beaucoup de sens, effectivement, à poursuivre ces mesures, ces campagnes sur les phénomènes mutuels. Merci, Valérie. Oui, une question, Jean Guérard. Il y a vraiment une différence mesurable entre le centre de figure et le centre de masse? Alors, la différence, elle n'est pas connue, évidemment, mais si on se réfère à ce qu'on connaît sur les quelques objets du système solaire pour lesquels on a la mesure, c'est-à-dire la Terre, la Lune et Mars, on s'attend pour les Galiléens à avoir quelque chose de l'ordre de quelques kilomètres. Donc, c'est vraiment l'ordre de grandeur. Et quelques kilomètres, c'est faisable parce que les occultations d'étoiles, par exemple, si je pense à ce cas-là, normalement, vous donnent une position qui est subkilométrique. Oui. Et la radiosonde, par ailleurs, donc là, j'ai surtout en tête vraiment pour l'avenir des missions comme JUICE ou Europa Clipper, qui auront des flyby, par exemple, de Callisto, ou même IVO, qui ont des flyby de Io. Et bien là, typiquement, vous donneront la position du centre de masse avec un certain nombre de flyby, bon, certes limité. Donc, la position du centre de masse, elle, ça sera de l'ordre de
Bon, je sais que pour IVO, on a 10 mètres, mais pour Juno, on a 10 mètres, mais enfin, ce sont peut-être 2 cas particuliers. Enfin, généralement, c'était de l'ordre de la centaine de mètres. Hein. De par ce qu'on a vu, par exemple, avec Cassini, on avait la position du centre de masse de Titan à la centaine de mètres. Donc oui, je pense qu'un kilomètre, 2 kilomètres, on doit les voir assez facilement si on a cette mesure.